tous, merci à vous de votre fidélité à nos programmes sportifs. Aujourd'hui, nous parlerons football, basket, les champions nous font rêver. Vous allez voir un joli programme, alors surtout, ne bougez pas de votre téléviseur. Et on ouvre cette édition avec la Coupe du Monde de 2022 qui aura lieu au Qatar. Après de nombreux mois de tractations, de négociations, la FIFA l'a officialisé la semaine dernière. La Coupe du Monde 2022 se jouera donc en hiver avec une finale le 18 décembre. C'est une première dans l'histoire de la compétition qui existe depuis 1930. Alors évidemment, cette décision partage. Les calendriers, surtout européens, vont être bouleversés. Il y aura beaucoup d'enjeux économiques et commerciaux. Et pour en parler justement aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir depuis Paris Philippe Piat. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, vous êtes le président de l'UNFP, de la FIFPro, vous êtes donc le représentant des joueurs de football. Pour commencer, la décision de la FIFA de jouer la Coupe du Monde 2022 au Qatar en hiver, est-ce qu'elle vous convient ? Alors, c'est une bonne question. Elle nous convient forcément parce que c'est la FIFA qui décide chaque fois du lieu des Coupes du Monde. Donc, si le comité exécutif de la FIFA a décidé que ce serait au Qatar, nous, ce n'est pas notre problème de contester ce choix. Si ce choix doit être mis en question, c'est par ceux qui l'ont fait. Cela dit, ce choix amène un certain nombre de problèmes par rapport à la température et donc je pense que c'est la question qui se pose aujourd'hui. Alors finalement, c'est l'intérêt des joueurs qui a primé. Que pensez-vous justement des clubs et des ligues professionnelles qui s'opposent à cette décision? Certains parlent même de faire appel devant les tribunaux. Je pense que déjà, il faut savoir qu'au comité exécutif de la FIFA, ce sont les représentants des fédérations et indirectement des ligues qui ont pris cette décision. Donc il fallait s'y opposer déjà au moment où cette décision a été prise. Cela dit, il est normal que ça crée des problèmes et que des clubs et des ligues se plaignent de ces modifications. Cela dit, il y a deux choses qui font différence. C'est que le choix, il a été fait, maintenant il faut à mon avis l'assumer, et deuxièmement il faut discuter avec la FIFA, c'est ce qui est en train d'être fait, pour que les inconvénients pécuniers soient éventuellement pris en compte par la FIFA. Alors justement, Frédéric Thiriez est très en colère. Il a déclaré que le football mondial est aujourd'hui dirigé par la noblesse et le clergé, c'est-à-dire la FIFA et l'UEFA et les fédérations nationales. Nous, c'est-à-dire la Ligue, nous sommes le tiers-État, nous passons pour la quantité négligeable alors que nous sommes tout. Que pensez-vous de cette déclaration ? Je suis un peu étonné, je l'ai déjà dit, parce que au Conseil stratégique de l'UEFA il y a un an, tous les représentants du monde du football étaient là, y compris les ligues représentées. Il n'était pas encore président par le président Thiriez, avec Rummenigge, président des clubs, et moi-même président des joueurs internationaux. Donc Michel Platini a indiqué que toutes les fédérations étaient d'accord pour déplacer la compétition à une autre période que l'été et personne ne s'est opposé à cette proposition et à cette décision. Alors comment expliquez-vous justement ce changement de cap de la FIFA? Sepp Blatter, le président, semblait pourtant formel quant à sa décision et là d'un coup il reconnaît que c'est une erreur. Pensez-vous que cela a à voir avec la prochaine élection? Est-ce une stratégie politique, Philippe Piat? Je pense qu'effectivement, dire aujourd'hui que c'est un mauvais choix, il fallait faire en sorte que ce choix ne soit pas mauvais à l'époque. Et puis quand il a été fait, il fallait éventuellement s'en inquiéter et le dénoncer immédiatement. Après coup, après quelques mois, même quelques années, effectivement, on peut imaginer que c'est pour d'autres raisons que celle de répondre à cette question du choix du Qatar. Alors la Coupe du Monde en hiver, c'est une grande première. Comment ça va se passer concrètement? Alors d'habitude, les joueurs terminent leur saison, ils se reposent quelques jours, puis partent avec leur sélection. Cette fois, ça va être une compétition parmi tant d'autres, en plein milieu de la saison. Ça va être dur quand même à assimiler pour les joueurs quand même, non? En fait, non, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas mauvais parce que d'habitude, la Coupe du Monde se jouant à la fin de la saison, c'est-à-dire au mois de juin, les joueurs ont 10 mois dans les pattes de matchs importants et donc ils arrivent la plupart du temps fatigués. Ils sont tellement fatigués que la FIFA avait prévu dans le passé que les joueurs soient mis à disposition des fédérations pour participer à la Coupe du Monde 3 semaines, un mois avant la compétition. Dans l'hypothèse maintenant c'est une certitude, que la Coupe du Monde 2022 se jouera à partir du mois de novembre, ça veut dire que les joueurs n'auront que 3 mois de compétition en arrière, donc ils seront moins fatigués. Et puis par ailleurs, la FIFA a déjà prévu que la mise à disposition
des joueurs pour leurs équipes nationales sera très limitée, peut-être une semaine seulement. Merci beaucoup Philippe Pia d'avoir accepté de répondre aux questions d'i24 News. Allez, on va maintenant parler de Michel Platini. Il est décidément indéboulonnable à la tête de l'UEFA depuis 2007. Il vient d'être réélu à la tête de l'institution qui dirige le football européen. Et Platini est un patron aimé et très investi dans sa mission. Fair play financier, nouvelle compétition. Il s'attaque à tous les chantiers en même temps. Lise Barenbaum revient sur le parcours de ce surdoué du ballon rond qui a su réussir sa reconversion dans les instances internationales. Regardez. Avec un 3e mandat à la tête de l'UEFA, à 59 ans, Michel Platini est toujours le patron du football européen. Réélu à Vienne, l'ancien numéro 10 des Bleus fait l'unanimité depuis son accession au poste en 2007. Michel Platini fait l'unanimité à l'UEFA. Il a su réunir des nations tellement différentes au niveau des moyens. Avec les clubs, cela se passe également plutôt bien. Je suis donc ravi qu'il reste à l'UEFA. Pour la présidence de la FIFA, il verra ça dans 4 ans. Seul candidat à sa succession pour un nouvel exercice de 4 ans, l'ex-triple ballon d'or aurait pu se présenter à la présidence de la FIFA contre Sepp Blatter. Mais ce réformateur a su imprimer sa marque à l'UEFA, une institution à laquelle il reste fidèle. Un président exécutif très impliqué qui a imposé un nouveau format à l'Euro. En 2020, l'Euro se jouera dans 13 villes de 13 pays différents. Et même un nouveau tournoi, la Ligue des Nations, qui remplacera la plupart des matchs amicaux des sélections nationales lancés à partir de 2018. Michel a fait du très bon travail depuis qu'il a été élu en 2007. Fair play financier, lutte contre les matchs truqués, dopage et toutes les discriminations, la future Ligue des Nations, l'Euro 2020 font partie des mesures de son mandat que je mettrai en lumière. Platini a aussi déclenché la révolution du fair play financier, un principe qui interdit désormais à un club de dépenser plus qu'il ne gagne, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion des compétitions de l'UEFA, comme la prestigieuse Ligue des Champions. Une règle qui a contraint les clubs soutenus par des riches mécènes, comme le PSG et Monaco, à réduire leur train de vie. Mais Platini a voté pour l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Son nom a même été mêlé au scandale financier du Qatargate, sans néanmoins qu'aucune preuve de corruption ne soit jamais présentée contre lui. L'homme aux 265 buts inscrits a maintenant de grands chantiers devant lui, comme par exemple la lutte contre le racisme et la discrimination dans le monde du football. Et il est réputé pour être le meilleur championnat du monde. La première ligue anglaise continue à nous faire rêver, mais pourtant en compétition européenne cette année, il n'y aura pas de club britannique, un comble pour la ligue la plus riche du monde. Une ligue qui compte les meilleurs internationaux et qui recrute à coups de millions. Pourquoi l'Angleterre se relâche-t-elle au niveau européen? Les explications de Lise Barenbaum. Même en football, les Britanniques n'aiment pas l'Europe. En Europa League, le dernier représentant anglais, Everton, a été éliminé par le Dynamo Kiev. Après l'élimination de Chelsea par le PSG, d'Arsenal par l'AS Monaco et de Manchester City par Barcelone en 8e de finale de Ligue des Champions, il n'y a plus d'équipe anglaise en C1 ni en C3. Une situation que José Mourinho assume difficilement. Si vous me demandez si je préférerais être encore en lice en Ligue des Champions, bien sûr, je vous répondrai oui. Au cours de ma carrière, j'en ai presque fait partie tous les ans. Je crois que c'est seulement la 2e fois que je n'atteins pas les quarts de finale. Naïveté, indiscipline, complaisance et paresse, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire les dernières prestations européennes des Anglais. Il y a 2 ans, la Première Ligue n'était pas non plus représentée en quart de finale de C1. Une situation qu'Arsène Wenger déplore. Je suis très déçu de sortir de la compétition, mais il y avait plein de choses positives dans ce match contre Monaco. Mais globalement, c'est très décevant. Le championnat anglais est pourtant le plus riche et le plus puissant du monde, ainsi que la destination privilégiée des meilleurs joueurs. L'échec anglais pourrait s'expliquer par l'absence de trêve hivernale. Pendant que les clubs européens rechargent leur batterie, les Anglais continuent à se fatiguer au Boxing Day. Mais le Big Four anglais est censé avoir une profondeur de banc suffisante pour faire face à un calendrier chargé. Manuel Pellegrini, entraîneur des champions en titre, reste positif. Je pense, comme je viens de vous le dire, que nous devons nous améliorer un peu en Ligue des Champions, même si nous avons quand même réussi à nous qualifier pour les 8e de finale. La Première Ligue est un championnat très dur à vivre physiquement, qui préfère le spectacle à la tactique. Avec 3,2 milliards par an de droits TV, les clubs ont tout le loisir de recruter à leur guise, sans épargner leurs joueurs sur le terrain.
Alors oui, la Première Ligue est dans l'embarras, mais nul n'est besoin de crier au loup. Lorsque la Bundesliga n'avait pas placé un seul club en quart de finale de quelque compétition européenne que ce soit, en 2003-2004, personne n'avait alors dit que le championnat d'Allemagne était engagé dans un irréversible déclin. Preuve en est, le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund se sont retrouvés en finale de cette compétition en 2013. Basket, à présent NBA, il a fait le bonheur des fans de basket et il est rentré dans la légende en remportant à 2 reprises le titre de MVP de la saison. Le Canadien Steve Nash prend sa retraite à 41 ans. L'un des meilleurs meneurs de l'histoire du championnat américain quitte les parquets. Michael Friedman retrace les plus beaux faits d'armes de ce joueur d'exception. Regardez. Et c'est une nouvelle légende du basketball qui quitte les parquets. Merci, j'apprécie beaucoup. Merci d'être venu. Steve Nash est considéré comme l'un des meilleurs meneurs de basket professionnel. Il vient d'annoncer qu'il va prendre sa retraite. Le Canadien a mené une longue et prospère carrière de 19 ans aux côtés de joueurs d'exception comme Dirk Nowitzki, Grant Hill, Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Une décision difficile à prendre pour Nash. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux par un tweet. Nash a fait partie du premier groupe de draft en 1996 avec les Suns de Phoenix avant de quitter pour les Dallas de Maverick, puis de revenir chez les Suns. Cette superstar a ensuite été engagée par les Lakers en 2012, mais a préféré se retirer à 41 ans après une série de blessures. Le meneur a été 2 fois MVP de NBA avec une moyenne de 14,3 points et 8,5 passes décisives. Il a aussi été le tireur le plus précis de lancers francs de l'histoire de la NBA avec un taux de 90,4% de réussite. Mais malgré toutes ces années en ligue, Nash est l'un des 6 joueurs de l'histoire de la NBA qui a été MVP sans jamais remporter un titre de NBA. Nash a été MVP 2 fois, Karl Malone 2 fois aussi, alors que Kevin Durant, Derrick Rose, Charles Barkley et Allen Iverson n'ont décroché ce titre qu'une seule fois. C'est un grand regret de n'avoir jamais gagné le championnat au cours de ma carrière. Mon temps sur les parquets a été exceptionnel. J'ai joué contre de grandes équipes, j'ai eu beaucoup de succès. Je n'ai juste pas passé le cap parfois. Nash a aussi fait partie de l'élite incontestée des meilleurs passeurs de l'histoire du basket. Il a fini sa carrière derrière la légende de l'Utah John Stockton, qui a réalisé 15 806 passes décisives, et le champion de NBA Jason Kidd et ses 12 091 passes. Nash arrive donc en 3e position avec 10 335 réalisations. Ce héros du basketball a reconnu que sa décision a été très difficile à prendre. Ça a été dur, mais au final j'ai juste dû le faire. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas y arriver. Mon dos ne supportait plus la dureté des matchs, donc c'était une évidence. Mais c'est sûrement quelque chose que j'aurais pu faire plus tôt. Mais j'ai dû passer par toutes les étapes, essayer de trouver une solution, mais il n'y en avait pas. La star des parquets a été si performante pendant sa carrière qu'il sera vraiment regretté par tous les fans de basketball. Et cette semaine encore a été marquée par de nombreux exploits. Les meilleurs athlètes, les plus belles performances, les prestations de haut vol. Alors, qui sont les meilleurs sportifs de la semaine? Élément de réponse en images tout de suite, mais le choix final, c'est vous qui le faites. Il y a eu de grosses performances cette semaine dans le monde du sport et 4 athlètes sortent du lot avec des actions de haute volée. Qui est votre athlète favori entre Luis Suarez, Lior Refaelov, Novak Djokovic ou Russell Westbrook? On commence par le football avec un fabuleux classico considéré comme l'un des plus beaux matchs de la saison en Espagne. Alors que les deux équipes étaient à égalité, à un but partout et que le Real poussait pour prendre l'avantage, Suarez a inscrit un but d'attaquant pur sur un long ballon de Dani Alves. Contrôle en pleine course qui frappe croisée qui a fait mouche entre Pep et Sergio Ramos. Le Barça a désormais 4 points d'avance sur le Real Madrid. On continue en football avec l'équipe de Bruges qui a remporté son premier trophée majeur depuis 8 ans grâce à sa victoire sur le Anderlecht à l'issue d'une finale de Coupe de Belgique haletante. Les Brugeois arrachent la victoire dans le temps additionnel sur une reprise de volée exceptionnelle de Lior Refaelov qui laisse Silvio Proto sans réaction. Score final 2-1. La 3e finale entre les deux équipes tourne donc à l'avantage du FC Bruges qui décroche le trophée pour la 11e fois de son histoire. On passe au tennis maintenant avec une finale royale opposant le numéro 1 mondial Novak Djokovic au numéro 2, Roger Federer, pour les Indian Wells aux États-Unis. Le Serbe a été magistral et a confirmé son rôle de leader du tennis mondial en battant le Suisse en 3-7, 6-3, 6-7, 6-2.
à l'issue d'un match âprement disputé de 2h17. Il a été couronné roi du désert californien pour la 4e fois de sa carrière. Novak Djokovic. Du basket maintenant avec Russell Westbrook qui a été décisif pour son équipe Oklahoma City. Le meneur de jeu a enchaîné les triples-doubles toute la saison et a mené les Thunder à une grande victoire face à l'équipe numéro 1 dans l'Est des États-Unis, les Hawks d'Atlanta, sur un score de 123 à 115. Westbrook sera la clé qui ouvrira peut-être la porte des playoffs pour Oklahoma City. Tous ces athlètes ont été impressionnants dans leur domaine, alors choisissez votre sportif de la semaine. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder en attendant de nous retrouver pour d'autres aventures. Soyez sportifs et prenez soin de vous. Au revoir.